En effet, bonjour à tous. Bonjour Agnès Evren. Bonjour. Vous êtes une élue du Parti Les Républicains. On va parler avec vous du sujet qui a dominé la semaine qui s'achève et qui, à coup sûr, dominera la suivante. Bien sûr, la réforme des retraites. Mais d'abord, votre regard d'élu de la droite républicaine sur ce drame qui a donc frappé ce village des Vosges avec le suicide de ce jeune Lucas, 13 ans, sans doute à cause de moqueries homophobes dont il a été victime à l'école. Que vous inspire ce fait divers absolument terrible, ce drame? Est-ce qu'il est révélateur d'un climat et aussi du harcèlement qui sévit en milieu scolaire? Oui, alors évidemment, c'est tragique et l'homophobie dont il a souffert est intolérable. Il faut dire que le harcèlement tue aujourd'hui. Le harcèlement tue 1 million d'élèves qui ont été concernés par le harcèlement. Donc aujourd'hui, heureusement, c'est devenu un délit et toutes les contraintes pénales ont été renforcées de ce point de vue-là, mais il faut travailler en amont. J'ai été vice-présidente de la région Île-de-France en charge des lycées et je m'étais rendu compte en fait que beaucoup de sociologues nous expliquaient qu'il y avait beaucoup de prévention et d'explication à faire vis-à-vis des élèves parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet cockpit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils font des insultes sur les réseaux sociaux, ça déshumanise en fait l'insulte. Ils disent « je t'ai pas insulté puisque c'est sur les réseaux sociaux ». Et ça, c'est ce qu'il faut changer. Et c'est ce qu'il faut changer, faire de la prévention et surtout bien comprendre qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est H24. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand on rentrait à 4h30 à la maison, c'était terminé. Vous avez dit tout à l'heure... Aujourd'hui, c'est jour et nuit. Et c'est ça la difficulté. Donc, il faut aussi former mieux les enseignants pour qu'ils arrivent à détecter des comportements d'élèves qui commencent à s'isoler. Est-ce que vous attendez aussi des pouvoirs publics qu'ils prennent davantage la mesure de ce fléau terrible qui frappe et qui Je pense qu'il y a une prise de conscience en France. Il y a l'épouse du chef de l'État, Brigitte Macron, qui en a fait un combat personnel. Il y a le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin ? Comment finalement peut-on traquer cette façon de faire des harceleurs, notamment sur Internet ? Je pense qu'il faut mieux travailler sur la formation également des enseignants. Parce qu'un élève qui est harcelé, tout de suite, la première réaction, c'est une forme d'isolement. Et ça, parfois, les enseignants n'arrivent pas à détecter. Et les parents non plus. Donc, il faut essayer de faire encore une fois plus de prévention auprès des parents, auprès des professeurs et auprès aussi des harceleurs pour faire prendre conscience qu'aujourd'hui, harceler, c'est pénalement répréhensible. En tout cas, c'est un sujet dramatique, mais qui... aboutit finalement à un consensus de la classe politique. Vous êtes prêts ? Heureusement, bien évidemment. Et vous savez, l'école est le reflet aussi de ce qui se passe dans la société. Et donc, on voit bien aujourd'hui que malheureusement, l'homophobie existe encore. Alors, il y a un autre sujet qui, lui, n'est pas du tout consensuel. On y vient. C'est évidemment la réforme des retraites. Oui. Pas consensuel, sauf que vous, dans la droite LR, on se demande si vous n'allez pas faire partie de la majorité, in fine, puisque, c'est clair, Éric Ciotti, votre président, a laissé entendre que LR allait voter la réforme présentée par Elisabeth Borne. Est-ce que vous faites désormais partie de la majorité ? Mais nous ne faisons pas partie de la majorité. Il faut se poser la question quand même. Nous continuerons évidemment de nous opposer, puisque vous savez, nous sommes un parti de gouvernement. Nous ne sommes pas un mouvement d'agite propre. Nous aspirons un jour à gouverner ce pays et donc à incarner l'alternance. Sauf que nous avons des convictions, nous sommes constants dans nos convictions. Notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Ce n'est pas de faire des calculs politiciens. Et il se trouve que la droite, tous les gouvernements successifs de la droite ont tout fait pour sauver le régime par répartition. Et donc aujourd'hui, sur cette réforme des retraites, nous considérons qu'elle est indispensable pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut sauver notre système par répartition qui est aujourd'hui menacé, et deuxièmement, rendre le système plus juste. Aujourd'hui, il faut bien comprendre les enjeux de cette réforme. Il y en a 2. On va en parler. Oui. Mais on va parler du fond oui. et de l'enjeu de cette réforme. Néanmoins, est-ce que vous pensez que vos électeurs, vous êtes députée européenne, mais vous faites partie d'un ensemble avec des élections législatives qui ont eu lieu il y a 8 mois, avec des électeurs qui vous ont demandé, pour les députés élus, de vous opposer à Emmanuel Macron. Alors j'y reviens, vous dites qu'il n'y a pas de stratégie politique, mais est-ce que cette façon de voter pour un texte, la mère des réformes, comme dit le gouvernement, ça vous place encore dans l'opposition? Vous dites on est dans l'opposition, sauf que c'est la principale réforme de ce quinquennat et que vous allez être avec le gouvernement. Mais encore une fois, quand on est un parti de gouvernement, on réfléchit et on agit en cohérence et en constance avec mes convictions. Mais vos électeurs vous le demandent? C'est ce que vous demandent vos électeurs selon vous? Écoutez, oui, certains, évidemment, il y a des électeurs de droite qui considèrent aujourd'hui que le système est menacé parce que la réalité démographique, elle est absolument implacable. Dans les années 70, il y avait 4 actifs
pour un retraité. Et aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Ça veut bien dire qu'en l'état, notre système de répartition ne tiendra pas et que donc nous devons le réformer. Il n'y a pas 36 solutions. La première des solutions, c'était de baisser les pensions. Ça, pas 36, pour mais au moins 2 ou 3. Vous savez, pour le pouvoir d'achat, ça aurait été insupportable socialement. Augmenter les cotisations, ça faire obère plus riches, la compétitivité des entreprises. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron, vous savez, il y a 5 ans, il combattait la proposition que nous faisions, justement, de toucher à la mesure d'âge. Il a changé à 180 degrés et aujourd'hui, il s'est rangé à notre position. C'est comme ça que vous voyez les choses. Nous sommes restés constants. C'est lui, en fait, qui a changé radicalement de position puisqu'il a mis à la poubelle la réforme systémique pour, encore une fois, se ranger à notre constat. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour les Français. Est-ce que vous admettez qu'il y a néanmoins dans votre camp, plus que des nuances, des divergences? Par exemple, Aurélien Pradié, qui est député du Sud-Ouest, qui a un électorat populaire et qui était candidat à la présidence de votre mouvement, lui, il dit que cette réforme, elle ne lui va pas et qu'elle ne va pas à ses électeurs qui appartiennent souvent aux catégories les plus modestes. On n'est pas si divisé. En fait, certains pensent que ce texte va dans la bonne direction et le soutiennent, et d'autres pensent qu'il faut continuer de mettre la pression sur le gouvernement sur des sujets qui paraissent encore profondément injustes. Nous avons obtenu une victoire sur la revalorisation des pensions à 1 200 € pour le stock, c'est-à-dire pour les retraités actuels, mais également les futurs retraités, et c'est quand même 1,8 million de retraités. Mais il est vrai que sur certains sujets, il y a des angles morts. Et par exemple, justement, sur les carrières longues. Aurélien Pradié, Pierre-Henri Dumont, Fabien Di Filippo, qui sont dans des circonscriptions, qui sont des collègues députés, dans des circonscriptions populaires et rurales, me disent en effet, et vous savez, c'est valable également à Paris. Vous êtes élu à Paris. Je suis élu à Paris dans le 15e arrondissement, et beaucoup de commerçants me disent, attention aux carrières longues, c'est-à-dire ceux qui commencent tôt à l'âge de 19-20 ans vont devoir travailler 44 ans au lieu de 43 pour tout le monde. Donc il faut changer ça, et donc, il faut que la discussion parlementaire puisse avancer sur ce sujet-là. Parce que ce sont des maçons. Il n'y a pas de dogme sur 62 ans. Mais je pense qu'il n'y ait pas de dogme, c'est-à-dire qu'on a tout focalisé sur la mesure d'âge. C'est une erreur de communication de ce gouvernement. Au lieu d'avoir une approche globale sur tous les sujets qui se posent, sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les femmes, sur tous les sujets qui concernent aussi la menace de notre système par répartition, on a complètement mis le focus donc ça veut dire sur la mesure d'âge. Il y a un manque de pédagogie, de communication. Oui, je pense qu'il faut actionner les deux leviers. À la fois, évidemment, la durée de cotisation, mais aussi l'âge. Et là, vous voyez, c'est la durée de cotisation qui devrait l'emporter sur l'âge pour les carrières longues. Agnès Evren, est-ce que vous êtes prête à vous associer à des membres du gouvernement, des membres de la majorité, pour faire cet effort de pédagogie? Est-ce qu'on pourrait vous imaginer dans des réunions avec, par exemple, Gabriel Attal, qui a commencé une tournée pour expliquer ce projet? Vous pourriez... Mais vous savez, le sujet, là, vraiment, on est dans la politique politicienne. Moi, ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, encore une fois... Il y a un sujet d'explication et de pédagogie, c'est ce que vous venez de dire. C'est ce que tente le gouvernement. Mais vous savez pour quelle raison? Ça ne marche pas. Parce que ce sont ces hésitations permanentes depuis 5 ans qui ont accentué la défiance des Français. Et puis, il y a un autre sujet aussi, il faut le dire. Mais maintenant qu'il va dans le bon sens, selon vous, vous n'êtes pas prêt à l'épauler? Oui, mais nous, ce qu'on dit, justement, c'est qu'on est prêt à soutenir la réforme, à condition que dans le débat parlementaire, on puisse avancer sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les régimes spéciaux. Vous voyez, on ne dit pas un oui sans mettre des exigences. Donc nous allons continuer de voir, parce que pour l'instant, on parle d'un texte qu'on n'a toujours pas vu. Mais dont on connaît quand même les principales lignes avec Elisabeth Borne. Oui. Est-ce qu'il faut tenir, est-ce que le pouvoir doit, coûte que coûte, faire passer ce texte alors qu'il y a un mur qui se dresse quand même face à lui, un mur syndical, de grandes manifestations prévues et des grèves jeudi prochain, mais aussi un mur de l'opinion, 2 tiers des Français qui sont opposés à la réforme? Il faut en tenir compte. Et ça n'a pas bougé malgré des semaines déjà que l'on parle de cette réforme. Il faut tenir bon. Évidemment, le droit de grève est un droit constitutionnel, mais nous n'avons pas le droit de bloquer le pays. On ne peut pas bloquer l'économie, surtout dans la situation actuelle. Mais je pense là encore que toutes les réformes ne se sont jamais faites dans la paix sociale. On l'a vu en 2010, il y avait déjà un front uni quand nous avons relevé l'âge de départ de 60 à 62 ans. Il n'y avait pas tous les syndicats à l'époque. Tous les syndicats, mais il y avait évidemment beaucoup de manifestations. Et c'est un droit et il faut être à l'écoute. Je pense que si le gouvernement réussit à avancer encore une fois sur certains sujets, comme ce sujet qui cristallise sur les carrières longues, et que j'entends également dans le 15e arrondissement, parce que c'est inacceptable, alors peut-être que Vous pensez que ça convaincra tous ceux qui vont descendre dans la rue jeudi, même si vous bougez sur les carrières longues? Il faut bouger. Sur les carrières longues, je pense qu'il faut quand même démontrer qu'il y a une volonté, il y a une écoute, il y a un dialogue social. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, depuis 5 ans, on l'a vu, les corps intermédiaires ont été quand même assez malmenés. Le dialogue social a été malmené. C'est vrai, s'il y a des grèves massives, si le pays est bloqué,
il faut y aller coûte que coûte, il faut tenir bon. Il faut y aller, mais en C'est arrivé respectant aussi deux principes. que l'on recule. On a l'exemple de Oui, bien 1995 sûr, avec Alain Juppé. mais bien sûr, mais il faut y aller en respectant deux principes. Encore une fois, je le redis, c'est que nous devons garantir l'avenir de notre système par répartition qui est menacé, et deuxièmement, rendre le Et ça ne système passe plus pas juste. dans l'opinion. Vous voyez encore, bien pour l'instant. qu'aujourd'hui, 3 Français sur 10 qui sont à la retraite touchent une retraite de moins de 1 000 € bruts par mois. C'est-à-dire qu'on a travaillé toute notre vie et on gagne 700 à 800 €. Vous êtes conscient Je qu'il trouve faut que encore convaincre. finir sa carrière dans la précarité, dans la pauvreté, c'est indigne d'un pays comme la France. Mais vous êtes consciente que pour l'instant, l'opinion n'est pas convaincue par Ah non, les absolument arguments pas que vous convaincu. C'est développez. pour ça que le gouvernement devra faire des bougées et continuer de venir vers nos positions à nous dans le débat parlementaire. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Agnès Séveraine, députée européenne LR et vice-présidente désormais avec derrière Éric Ciotti de votre mouvement. Bonne journée.